Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors il y a plein d'actu, hein, c'est comme la pluie de printemps. Donc je vais découper en plusieurs vidéos parce que je ne vais pas faire une vidéo de 1 heure. Hein, donc je vais découper en plusieurs vidéos, vous aurez le droit de me voir plusieurs fois dans le week-end. J'espère que vous en êtes heureux. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Unreal Engine 5 tout simplement, et oui, et on va parler aussi de PC Gamer. J'ai pas mal d'infos à donner là-dessus, et vous verrez que par exemple, demain on va parler de Intel, on va parler de AMD, on va parler de TSMC à nanomètre, et on va parler bien entendu de la présentation aussi de Horizon Forbidden West. J'en parlerai donc demain. A tout de suite. Alors avant de commencer, deux rectificatifs importants sur ma dernière vidéo. Le premier, je me suis mal exprimé. En fait, effectivement, déjà les Ryzen, la série classique, grand public, comme les Intel en l'occurrence, les i7, les i9, etc., ne sont pas quad channel. Ils ne possèdent pas le contrôleur quad channel qui permet de faire du quad channel, en l'occurrence avec la mémoire. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que c'est un type particulier de socket sur les cartes mères, et là aussi, on n'a pas les cartes mères pour faire du quad channel. C'est le socket 2066, il y a d'autres sockets qui le permettent aussi, mais pas les sockets de nos cartes classiques, cartes mères classiques. En fait, c'est important de comprendre que mon idée, c'était pas de parler de ça, même si je me suis mal exprimé, je le reconnais volontiers, c'était de comparer le quad channel, parce qu'il y a des youtubeurs qui l'ont fait, avec le dual et avec le single channel, pour savoir si en jeu, c'était important, si ça amenait quelque chose. Et non, le quad channel n'amène apparemment, je dis bien apparemment, pas grand chose par rapport au dual channel, mais l'intérêt surtout c'était de voir vis-à-vis du dual channel si le single channel ou le dual channel c'était mieux. Et le dual channel par contre pour les jeux, oui c'est bien mieux, donc il vaut mieux privilégier deux barrettes de 8 Go plutôt qu'une seule barrette de 16 Go. Mon deuxième rectificatif, et là par contre c'est une grossière erreur du geek, et une seule personne me l'a fait remarquer, et je leur remercie parce qu'effectivement tout de suite j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. Et effectivement, mon père possédait d'ailleurs un IBM Personal Computer en 1981, c'est sorti et ça s'est vendu quand même à des millions d'exemplaires. Eh bien, c'est que ce computer, en l'occurrence, cet ordinateur n'a jamais possédé de 68 000 Motorola. Eh non, effectivement, les Atari 520 et 1040 ST possédaient bien le 68 000 Motorola, tout comme d'ailleurs les Amiga, mais en aucune façon les IBM Personal Computer. Alors je vous précise, IBM est né en 1911, donc en 1981 c'était une société quand même bien établie aux États-Unis et dans le monde, c'est-à-dire qu'ils avaient une renommée déjà bien établie. Et donc quand ils ont sorti leur IBM Personal Computer, ils ont fait appel à qui? Ils ont fait appel à une société qui datait de 1968, qui était beaucoup moins connue, même s'ils avaient fait déjà des processeurs avant. En l'occurrence, leur premier c'était le 4004, c'était un processeur pour des japonais, pour une calculatrice, qui possédait, attention, tenez-vous bien, un peu plus de 2000 transistors. Eh bien, c'était Intel. Et oui, Intel qui n'était encore pas connu, en tout cas pas connu comme aujourd'hui, loin de là. Et donc, ils ont fait appel à Intel, enfin, il y a eu un accord avec Intel, avec IBM, pour leur personal computer, pour utiliser le 8088, en l'occurrence, qui est un processeur qui possédait, je crois, 27 000 transistors. Vous en avez bien entendu, hein, 27 000 transistors. Et d'ailleurs, il y a une autre société qui a profité de la renommée exceptionnelle de IBM et de son personal computer à l'époque. C'est qui? Eh bien, c'est Microsoft, c'est Bill Gates avec son MS-DOS. Alors, paraît-il que la mère de Bill Gates connaissait d'ailleurs l'un des dirigeants d'IBM et que ça a facilité la transaction. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, je voulais rectifier ça. Effectivement, c'est un processeur Intel et non pas Motorola qui était à l'intérieur de IBM Personal Computer. Alors Unreal, parlons d'Unreal Engine 5 qui est sorti la présentation. Donc vous avez vu la présentation, elle était très belle. Alors on va revenir un peu sur les points techniques et ensuite je dirais pourquoi je mets un peu de recul dessus ce Unreal Engine 5, ce moteur de jeu. Alors premièrement, il faut savoir que Epic a racheté Quixel. Quixel c'est Megascan. Megascan c'est du scan en 3D d'objets divers et variés dans le monde, c'est-à-dire c'est une bibliothèque juste énorme d'objets divers et variés de notre monde. On en a vu quelques-uns d'ailleurs dans cette démonstration, plutôt désertique on va le dire, mais il y a des objets, il y a des arbres, il y a des plages, il y a des icebergs, il y a tout ce que vous pouvez imaginer comme objet scanné en 3D et qui est mis dans une banque, dans une database, pour ensuite pouvoir être utilisé dans divers programmes et en l'occurrence dans Unreal. Alors le premier point à savoir, c'est qu'avant Nanite, vous importiez des objets, mais qu'ils étaient composés, tous les objets sont composés de triangles élémentaires. Donc c'est même une sphère est composée de triangles élémentaires, un carré est composé de triangles élémentaires, un rocher, tout ce que vous pouvez imaginer, et que avant vous importiez des objets qui avaient quelques milliers, quelques dizaines de milliers de triangles, et ensuite vous choisissiez la qualité de texture, parce que évidemment c'est très lourd pour les CPU, les GPU à traiter.
Aujourd'hui, vous allez importer l'objet tel qu'il a été scanné, c'est-à-dire avec des millions de triangles. C'est toute la différence, c'est-à-dire qu'il est photoréaliste au possible, c'est-à-dire que vraiment c'est le scan qui a été fait dans la nature que vous importez. Et la différence, c'est que Nanit va gérer de deux façons ce nombre de triangles que vous allez afficher, un en temps réel et l'autre pendant la composition de votre scène, pendant le développement de votre scène. Alors côté développeur, Nanit, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va vous permettre de gérer le nombre de triangles que vous allez afficher dans la scène tout le temps. Par exemple, si vous travaillez sur une PS4, une PS5, ou par exemple une RTX 3080, vous n'allez pas afficher le même nombre de polygones élémentaires, de triangles, durant votre jeu. Vous allez choisir, par exemple, PS4, vous allez dire je vais choisir 1 million de triangles, c'est un exemple. Par exemple, sur la PS5, vous allez en choisir 10 millions, et imaginons, sur la RTX 3080, vous allez en choisir 30 ou 40 millions. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir plus de finesse sur la RTX 3080 que sur la PS4, ce qui va permettre que le jeu tourne sur toutes les plateformes. Donc, vous définissez, le développeur définit le maximum de triangles en temps réel qui va être affiché durant votre jeu tout le temps. Mais vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que des objets, par exemple, de près, s'il y a juste 100 ou 200 polygones élémentaires, triangles, ils vont pas être bien définis. Par exemple, une sphère avec 300 ou 400 triangles que vous verriez juste devant vous, ça va pas faire une sphère, ça va faire un espèce de truc avec plein de surfaces biseautées, vous savez, comme dans les vieux jeux qu'on avait à l'époque. Eh bien non, parce que Nanit, en temps réel, va gérer ça pour vous. C'est-à-dire qu'il va regarder les objets qui sont de près, les objets qui sont de loin, et bien entendu, comme dans la vraie vie, quand vous avez une montagne qui est à 30 km ou à 10 km, eh bien vous avez beaucoup moins de détails que, par exemple, la table ou la chaise qui est juste devant vous. Et donc, il va adapter le nombre de triangles en fonction de la distance de l'objet, c'est-à-dire qu'il va dédier plus de ressources en triangle sur les objets qui sont près que sur les objets qui sont loin. Donc, quand vous allez intégrer ce qu'on appelle un mesh, c'est-à-dire grosso modo une forme qui vient du Megascan, en l'occurrence de Quixel, eh bien s'il est de près, vous aurez beaucoup plus de triangles que si cet objet est éloigné. C'est ça la technique de Nanit en temps réel. Mais je mets un premier bémol, ça va bien entendu alléger le CPU, le GPU, ça va surtout alléger le travail du développeur. C'est-à-dire qu'avant, le développeur était obligé de faire ça en manuel. Il est obligé de dire, bon, cet objet, s'il est là, eh bien, il va avoir tant de triangles, s'il est là, il va avoir moins de triangles, et de faire ça ainsi de suite. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, Nanit va gérer ça en temps réel, donc va pouvoir enlever des détails dans les objets lointains. Donc, effectivement, plus de ressources GPU. Mais il ne faut pas rêver. Une PS4 restera une PS4, une PS5 une PS5, ou Xbox Series X, pas de comparatif, et une RTX 3090, une RTX 3090. C'est-à-dire que grosso modo, vous allez avoir un nombre maximum de polygones affichés, et plus c'est pas possible, ou alors vous risquez d'avoir des baisses de framerate importantes. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on se hype beaucoup sur ce qu'on a vu, parce que c'est du photoréalisme. En plus, il y avait marqué Xbox Series X ou PS5, rappelez-vous, au départ, donc c'est très intéressant, parce que c'était très beau, c'est vrai. Mais attention, on y reviendra pour tout ce qui est mouvement, etc. Mais que je sache, je n'ai pas vu des milliers d'ennemis arriver ou des centaines d'ennemis arriver, tous différents, avec des mouvements différents, des effets visuels de partout. On a vu effectivement une scène à la fin de combat, mais c'est une scène de combat avec un personnage plus un boss de fin. Et en plus, on ne peut pas dire que c'était hyper speed en termes de vitesse, d'action, etc. Donc il faut être prudent, il faut attendre les résultats sur les différentes machines pour voir effectivement ce que ça apporte réellement le Nanit. Le deuxième facteur qui est très important, c'est Lumens. Là aussi, ils ont fait beaucoup de progrès, il faut le reconnaître, c'est-à-dire la gestion en temps réel de la lumière. Grosso modo, vous mettez une source de lumière, en plus ça dépend de la source de lumière, c'est-à-dire si c'est un soleil ou une lampe, ça n'a pas la même action, le faisceau n'est pas le même, la réflexion n'est pas la même, et donc vous allez avoir un éclairage en temps réel avec les ombrages et tout ça, qui est totalement géré par le moteur. Donc ça, c'est juste génial, parce qu'effectivement, vous n'avez plus besoin de vous occuper de mettre des ombrages ici, pas d'ombrage. En fonction de l'heure de la journée, ça va être automatiquement modifié. Ça tient compte, bien entendu, du déplacement des sources lumineuses, et donc tout ça est géré par le moteur de jeu. En fait, on voit que ce moteur de jeu a vraiment été poussé pour les développeurs. Par exemple, on peut effectivement faire maintenant de la tâche partagée en temps réel, c'est-à-dire sur une même carte, on va pouvoir placer des objets en même temps. Votre collègue va placer un objet, vous allez peut-être même le voir en même temps le faire, et vous allez pouvoir placer d'autres objets. Ça vous permet de travailler à 10, 20, 30 personnes en même temps sur un monde ouvert. Imaginez par exemple Night City de CD Projekt Red qui serait fabriqué comme ça, et ça a été peut-être le cas, entre parenthèses, peut-être qu'ils ont un moteur de jeu qui permet de faire ça aussi, parce qu'il n'y a pas que Unreal qui existe,
eh bien ça permet de travailler sur des blocs en même temps, de travailler beaucoup plus vite. On peut imaginer sinon que, par exemple, pour CD Projekt Red, ils ont travaillé par macro-bloc, c'est-à-dire par quartier, chacun faisait son quartier, ils ont tout assemblé à la fin. Côté mouvement, on a vu qu'ils ont amélioré toute la gestion du personnage avec le IK Full Body et le Motion Warping, c'est deux outils intégrés à Unreal Engine 5, en l'occurrence, qui permet, c'est très intéressant, pour le personnage de suivre les mouvements du terrain, c'est-à-dire s'il y a des cailloux, ben, il va monter sur le caillou et descendre, il va suivre toute la topologie du terrain, ce qui est beaucoup plus naturel en termes de mouvement. D'ailleurs, on peut fabriquer ces assets de mouvement et les appliquer au personnage que l'on veut dans son jeu. On n'est pas obligé d'utiliser les assets qui existent, il y en a beaucoup. Dans Unreal, en l'occurrence des assets de mouvement, on peut les utiliser, effectivement ceux qui existent, mais on peut créer les siens et les utiliser, les appliquer sur ces personnages. Et grâce au IK Full Body et au Motion Warping, ça va permettre que tous ces mouvements soient intégrés de façon naturelle dans le jeu. Donc vous allez suivre les mouvements du terrain et vous allez avoir également la possibilité, automatiquement par l'outil, en fonction de l'obstacle qu'il y a, d'avoir différents types de mouvements. Pour sauter un obstacle, par exemple, si l'obstacle est bas, ben vous allez le franchir d'une main. Si l'obstacle est plus haut, le personnage, par exemple, va utiliser ses deux mains. Attention, il faut que tous ces mouvements soient déjà créés dans l'outil. Alors il y a beaucoup de mouvements qui sont déjà créés naturellement dans Unreal Engine 5 qui sont à la disposition, mais si vous voulez des mouvements particuliers, il va falloir les créer. Rien ne s'invente tout seul dans Unreal Engine 5, c'est ça que je voulais dire également. C'est-à-dire que c'est un outil qui reste professionnel, c'est un outil fort complexe. Je l'ai utilisé, j'ai essayé Unreal Engine 4, ma fille d'ailleurs a travaillé beaucoup dessus parce qu'elle est graphiste, elle a travaillé sur Unreal Engine 4 aussi. J'ai téléchargé également Unreal Engine 5, c'est juste énorme, 15 Go, faites attention quand même, donc ça prend de la place, ça prend du temps, et c'est un outil vraiment professionnel, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Si vous espérez en 2 heures pouvoir sortir quelque chose comme ça rapidement de cet outil, non, ce n'est pas un outil qui est fait pour ça, c'est un outil qu'il faut apprendre. D'ailleurs, note importante, 160 heures de tutos sont disponibles pour Epic, pour en l'occurrence ce programme-là. C'est-à-dire qu'il faut faire, si vous faites 3 heures ou 4 heures, les 4 heures par jour de tutos, ce qui est juste énorme, parce que normalement il faut faire de la pratique après pour vraiment intégrer, il faut faire même 2 fois plus de pratique que ce qu'on a appris normalement, et encore c'est peut-être pas suffisant, mais si vous faites 4 heures d'apprentissage par jour, et sur 5 jours, eh bien ça va vous prendre 2 mois. Voilà, 2 mois de tutos continus à raison de 5 jours par semaine et 4 heures par jour. Donc vous voyez, c'est juste énorme. Alors effectivement, vous n'êtes pas obligé de faire tous les tutos pour pouvoir utiliser Unreal, heureusement. Mais quand même, ça montre l'ampleur de cet outil qui est juste énorme. Il y a plein de menus, il y a plein de possibilités. Je pense même qu'on ne réalise pas toutes les possibilités qu'il y a dans cet outil qui sont offertes à nous. Mais ça veut dire que ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est vraiment fait pour des équipes de développement, des équipes professionnelles qui travaillent là-dessus, qui travaillent essentiellement sur ce moteur de jeu et qui vont le connaître par cœur. Le son n'a pas été oublié puisqu'il y a MetaSounds qui est également présent qui vous permet de fabriquer vos propres sons. Toujours pareil, il y a des assets de son, il y a plein de sons à l'intérieur de Unreal Engine 5, mais si vous voulez fabriquer vos propres sons, vos propres grognements par exemple de bêtes, vous pouvez avec des modules qui se pluguent à la façon Reason. Si vous connaissez Reason par exemple, c'est un logiciel spécialisé pour faire de la musique en l'occurrence électronique mais pas que, et bien vous avez des modules comme ça que vous allez appliquer avec des générateurs de formes et ensuite vous allez pouvoir mettre des effets derrière et ainsi de suite pour pouvoir créer des échantillons aussi, pour pouvoir créer vos propres sons et les déformer et créer vos propres sons. Donc c'est un logiciel très complet, mais je le répète, c'est un logiciel qui n'est pas destiné à tout le monde, et surtout, je dis attention. Un jeu, c'est de la créativité, de l'originalité, et ceux qui le créent, c'est les développeurs. Le moteur de jeu n'est qu'une base. Ce que je veux dire, c'est que dans Unreal Engine 4, par exemple, que vous connaissez, il a été beaucoup utilisé Unreal Engine 4, en l'occurrence, par exemple, par Outriders. Or, Outriders, je suis désolé de le dire, le jeu est pas mauvais, je l'ai fait, je suis très content, mais la technique n'est pas quand même révolutionnaire, loin de là. Les cinématiques, je m'excuse, elles ne sont pas terribles. On le voit. Et pourtant, Unreal Engine 4 est capable de faire bien mieux. Il ne faut pas croire que tout est arrivé avec la 5e version de Unreal, loin de là. Donc ça dépend de ce que vous faites de l'outil, ça dépend comment vous l'utilisez, ça dépend qu'est-ce que vous allez y mettre comme ressources et combien de temps vous allez y passer pour optimiser l'ensemble. Et surtout ça dépend de l'originalité de votre jeu, qu'est-ce que vous allez faire de votre jeu, car je vous rappelle, l'intérêt d'un jeu, alors ça dépend le type de jeu, mais c'est l'histoire, c'est l'optimisation technique, c'est la qualité des graphiques que vous allez proposer, c'est comment vous allez les optimiser en fonction des machines sur lesquelles votre jeu va tourner, parce que ça c'est important. Est-ce qu'on va avoir 15 FPS par exemple, un jeu photoréalisme avec 15 FPS, ça m'intéresse pas trop, si vous voyez ce que je veux dire.
et même un photoréalisme toujours appliqué de la même manière sur tous les jeux, parce qu'on prend les mêmes assets, par exemple, de Megascan, en l'occurrence, ce serait un peu dommage. Un peu de créativité, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est vrai que Epic a fait très fort avec son Unreal, en l'occurrence, il faut savoir que vous pouvez développer dessus, et tant que vous n'avez pas fait 1 million de chiffre d'affaires, eh bien, le logiciel reste gratuit pour vous, et 1 million de chiffre d'affaires, il faut y aller quand même assez fort. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, de la déprésentation de Unreal, c'est prometteur, mais je suis quand même prudent parce que je vous dis, je ne l'ai pas vu en situation réelle de jeu, c'est-à-dire dans un gameplay avec par exemple un ennemi, 2 ennemis, 10 ennemis différents, 20 ennemis différents, dans un environnement un peu plus varié et avec un personnage qui serait un peu plus, on va dire, réactif, comme dans Returnal par exemple, ou comme dans Doom Eternal, c'est-à-dire vraiment avec des mouvements variés et rapides. Passons maintenant à mon PC Gamer rapidement. PC Gamer, c'est un grand mot, puisqu'il n'a pas de carte graphique, toujours pas de carte graphique. Alors je vais vous raconter une petite expérience. J'ai téléphoné à une petite boutique près de chez moi, après mon expérience LDLC, ceux qui me suivent savent de quoi je parle, sur la RX 6700 XT. Eh bien j'ai téléphoné à la petite boutique, et la petite boutique m'a dit, bon j'ai pas de carte graphique bien entendu, mais je peux demander à mon grossiste. Donc j'ai dit, bah allez demander pour une RTX 3070. 520 €, je vous rappelle, en version Founder Edition. Il a téléphoné et il m'a répondu, ah bien on en a une de dispo à 2249 €. What the fuck? Oui, oui, vous avez bien entendu, j'ai bien dit 2249 €, la RTX 3070. C'est-à-dire l'équivalent d'un TCL C825 mini LED, plus une PS5, plus une Xbox Series X. Vous avez tout ça, vous avez une RTX 3070 et c'est tout, sans le PC autour. Donc c'est plus que du foutage de gueule là, c'est quasiment presque du vol, on peut le dire. Je suis désolé de le dire. Alors bien sûr, c'est pas du vol puisque c'est autorisé, vous avez le droit de vendre la carte 10 000 € après tout, mais quand même ça sent un petit peu de l'abus, pour pas dire beaucoup plus. Et ça m'a fait beaucoup moins sourire que LDLC encore, je dois vous le dire. J'étais un peu énervé, donc j'ai pris mes baskets, je suis allé courir parce qu'il m'est arrivé une seconde mésaventure, bien entendu. Je suis le Discord de bavards, vous savez, les bavards, en l'occurrence, et j'ai suivi AMD, il y avait un réassort hier, à 17h35 précisément, j'étais sur le site. Bien entendu, ça s'est bloqué. Malgré tous les conseils des bavards, ça s'est bloqué. Et donc, en moins de 30 secondes, je pense, il n'y avait plus de carte. Et donc, bien entendu, je n'ai pas eu de carte de RX 6800 XT, par exemple. Alors, comment vous dire, on est 30 000 déjà, 30 000 sur les bavards, 30 000 à attendre une carte graphique, plus de 30 000. On peut imaginer que tout le monde n'est pas sur les bavards en plus, sur Discord. Donc, ça veut dire qu'on est 50, 100 000 à attendre des cartes graphiques en France. Je dis bien en France, donc dans le monde, vous imaginez. S'il y a eu 1000, 2000 ou 5000 cartes proposées par AMD sur leur site, ce qui serait déjà beaucoup, vous pensez bien, elles sont parties en quelques secondes. Donc c'est juste impossible d'avoir des cartes graphiques aujourd'hui, en tout cas des RX 6000 ou des RTX 3000. Il y en a qui m'ont dit ça n'a aucun impact sur le PC gamer, il y aura toujours des PC gamers. Oui, mais tous les jeunes aujourd'hui qui veulent rentrer dans le PC gaming parce qu'ils ne veulent pas faire de la console, ils ne peuvent pas. Donc à un moment donné, les nouveaux venus, ceux qui alimentent pour le futur le PC gaming, eh bien ils vont se tourner vers autre chose. Les consoles en l'occurrence, s'ils en trouvent, parce qu'elles vont réarriver, elles je pense, en plus grand nombre que les cartes graphiques. Donc si ça continue comme ça, effectivement, moi je pense effectivement que le PC gaming va en souffrir et qu'il y aura des boutiques qui vont fermer petit à petit parce qu'elles n'auront plus de clients, ou en tout cas beaucoup moins. On en reparlera bien entendu dans l'avenir. J'espère me tromper, bien entendu, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai vu des prix absolument affolants. Je parlerai également des barrettes mémoire, parce que bien entendu j'ai reçu mes barrettes balistiques, les Crucial balistiques, je les ai comparées aux Predator, et donc j'ai des choses à dire, en l'occurrence, vous verrez, j'en parlerai dans une future vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!